Alors que le monde observe les chars en Ukraine, une autre bataille se joue discrètement en Russie. Sous la surface de l'empire de Poutine se trouve un ensemble fragile de régions maintenues ensemble, non pas par la loyauté, mais par la peur. Aujourd'hui, ce faux sentiment d'unité se fissure. La guerre a épuisé les ressources de Moscou et révélé de profondes fractures internes. Au Daghestan, les murmures de dissidence sont devenus des manifestations et des actes de défiance. Plusieurs régions de la Russie cherchent à obtenir leur indépendance, et le Kremlin fait face à une possibilité inquiétante. Perdre jusqu'à 40% de son territoire. On a vraiment l'impression de revivre la fin de l'Union soviétique. Aujourd'hui, la question n'est plus seulement l'Ukraine, mais si Poutine peut éviter l'effondrement de son pays. Si vous regardez au-delà des défilés et de la propagande que Poutine sert à son peuple, vous verrez un autre type de champ de bataille se former à l'intérieur de la Russie. Un champ de bataille lié à l'identité et aux gens, pas aux chars ni aux frontières. La crise séparatiste de la Russie n'est pas une actualité. C'est une vieille blessure qui a été ignorée trop longtemps, et maintenant elle saigne à nouveau. Ce qui était autrefois un problème discret relégué aux livres d'histoire éclate maintenant au grand jour, se propageant plus vite que le Kremlin ne peut le contenir. Cette accumulation de décennies de ressentiment montre à quel point le pays est divisé. Même si sur une carte, cela ressemble à une immense étendue de terre. La Russie comprend 83 régions, dont plus de 20 républiques ethniques, ayant leur langue, tradition et un fort souvenir d'indépendance. Pendant des années, Moscou les a maintenus sous silence par la peur, l'argent et la force, mais ces méthodes s'essoufflent. Avec l'effondrement de la monnaie politique de Poutine, les gens osent parler leur langue, afficher leur fierté et demander un traitement équitable. Quand l'État tente de les faire taire, ils deviennent plus bruyants et en colère, aggravant ainsi les problèmes. Prenez le Bachkortostan. Cette année, des milliers de personnes ont défilé à Oufa en scandant en bachkir, après l'arrestation de Faïl Aslianov, militant défendant la langue et l'identité bachkir. Ce n'était pas politique, mais une question de dignité. Pourtant, Moscou l'a vu comme une menace, n'est-ce pas? La police est intervenue, arrêtant des centaines de personnes, découpant Internet. Le gouvernement a réussi à écraser la manifestation, mais le message s'est répandu bien au-delà du Bachkortostan. Les gens ne restent plus silencieux, et le Bachkortostan n'est pas seul. Au Daghestan, la colère est encore plus profonde. Depuis le début de la guerre, la région a connu des centaines de manifestations contre la conscription. Les chefs religieux locaux ont jugé la guerre injuste. Des maires ont bloqué les routes pour stopper les bus militaires. Et des jeunes refusent de se battre pour une cause qu'ils ne partagent pas. Le Kremlin a envoyé la garde nationale pour rétablir l'ordre, mais cela n'a pas fonctionné. Le Daghestan affiche désormais l'un des plus forts taux de désertion du pays. Les gens là-bas en ont assez de mourir pour la guerre de quelqu'un d'autre. Honnêtement, on peut presque ressentir l'épuisement dans ces endroits. La même frustration se fait sentir à Baratsia, près de la Mongolie. Moins d'1 million d'habitants, mais l'un des taux de mortalité les plus élevés de la guerre en Ukraine. Des hommes issus de villages pauvres sont envoyés en grand nombre sur les lignes de front. Tandis que les élites de Moscou restent en sécurité, certains villages ont perdu presque tous leurs jeunes hommes. Touva, la Kalmoukie et le Caucase du Nord rapportent des histoires similaires, où la pauvreté rend le service militaire la seule option. Les recruteurs promettent salaires et médailles, mais n'offrent que des funérailles. La réalité est brutale. Pour chaque soldat perdu à Moscou, des dizaines meurent dans les républiques. Alors que les cercueils reviennent, les gens se demandent pourquoi leurs fils meurent dans une guerre qui n'est pas la leur. Pourquoi défendent-ils un gouvernement qui ne les traite pas en égaux? L'ironie ne manque pas aux habitants. Ils plaisantent amèrement que leurs fils servent de munitions pour la Russie. Cet humour noir en dit long. Les gens ne se considèrent plus comme citoyens, mais comme des pièces jetables de la machine de guerre. Dans ces républiques, ce chagrin devient colère. Il n'est donc pas étonnant que beaucoup contestent désormais ouvertement l'autorité de Moscou. Ces manifestations dépassent la pauvreté et la politique, elles touchent quelque chose de plus profond. Le sentiment que Moscou ne fait pas que gouverner ces régions, elle les vide de leur substance. Pendant que les corps vont d'un côté, l'argent circule dans l'autre. Les régions périphériques russes fournissent le pétrole, le gaz, les diamants et les métaux essentiels au pays. Mais elles profitent à peine des avantages. Par exemple, la Yakoutie fournit presque tous les diamants russes. La région, très riche en ressources, produit 15% des diamants mondiaux, selon le directeur du centre de tri des diamants. En 2024, ces mines ont généré plus de 4 milliards de dollars. Pourtant, le budget local de la région n'en a reçu que moins de 2%. Pendant ce temps, les écoles se dégradent,
Les hôpitaux manquent de fournitures et des villes entières sombrent dans la pauvreté. C'est la même histoire partout en Sibérie et en Extrême-Orient. Moscou prend tout et ne rend rien. Les gens se sentent volés et oubliés en voyant leurs terres dépouillées, pendant que leur communauté se dégrade. Et c'est la partie que Moscou refuse d'admettre. Malgré l'accaparement de toutes ses ressources, la vie n'est pas meilleure pour la personne moyenne. Actuellement, le pays subit plus de 16 000 sanctions internationales, un record historique mondial. Les investissements étrangers chutent, l'inflation dépasse 12% et les produits essentiels se raréfient. Les prix du carburant ont doublé en Sibérie. De plus, des écoles ferment faute de chauffage et les hôpitaux peinent à assurer les soins de base. Les problèmes économiques touchent le pouvoir d'achat. De nombreuses villes sibériennes vivent de la mine ou du bois, mais les salaires restent faibles tandis que les prix montent. En Yakoutie, le revenu annuel moyen atteint 7 500 $ contre plus de 25 000 à Moscou. Cette différence est très importante, mais cela va au-delà de l'argent ou de la conscription. Il s'agit d'identité, de qui sont les gens et de ce qu'ils ont le droit d'être. Le gouvernement de Poutine demande loyauté et assimilation. Après les réformes éducatives de 2018, les langues minoritaires ont été supprimées des écoles au profit de cours glorifiant Grouchkimir, le soi-disant mot russe. La fierté culturelle locale est vue comme extrémiste, et les défenseurs du patrimoine risquent d'être traités de terroristes. En Carélie, les gens font revivre le finnois. Au Tardistan, ils parlent de rétablir la présidence que Vladimir Poutine a abolie. Partout dans le pays, de petits actes de défis culturels prennent de l'ampleur, une rébellion silencieuse. Même la gestion quotidienne de ces régions les a rendus de plus en plus en colère. Le pouvoir en Russie est tellement centralisé que même les gouverneurs agissent comme des cadres intermédiaires. Chaque décision importante vient de Moscou. Les parlements régionaux existent sans autonomie d'action. Ainsi, lors d'une inondation en Yakoutie ou de la destruction de pâturages en Arctique Nord, les dirigeants locaux doivent attendre l'accord du Kremlin. Le pays paraît fédéral sur le papier, mais ressemble plutôt à une occupation en réalité. Quand on est ignoré trop longtemps, on se pose des questions dangereuses. Et si on gérait les choses nous-mêmes? La question a gagné un nouveau public en ligne. Le Forum des Nations Libres de Russie a réuni sur Internet des militants de toutes les républiques. Ils veulent plus qu'autonomie. Ils envisagent une vie sans Moscou. Jeunes Russes au Daghestan, Bashkortostan et Tatarstan. Faites défiler Telegram, Vcontact et TikTok et voyez d'autres personnes parler ouvertement d'identité, de culture et d'indépendance. Les communautés exilées en Europe et Mongolie relaient ces messages. Un jeune Touvain constate que la Mongolie préserve sa langue et ses traditions, contrairement à Moscou. Cette curiosité se transforme en colère, et cette colère se transforme en action. Ce qui n'était qu'un murmure est désormais une conversation qui se propage vite. La différence cette année, c'est que ce ressentiment a désormais un modèle, l'Ukraine. Pour les régions russes, voir un pays voisin de la taille du Tardistan résister à Moscou a été révélateur. La défiance de l'Ukraine prouve que se libérer n'est pas un fantasme, c'est possible. Une petite nation a défié le Kremlin sans disparaître. Cette image de résistance a semé une idée dangereuse au sein même de la Russie. Si l'Ukraine peut se tenir debout toute seule, pourquoi pas nous? Cette réalité fait trembler le Kremlin dans ses bottes en fourrure. Poutine répond de façon prévisible à toutes ces plaintes et protestations, davantage de police, de propagande et d'accusations d'ingérence étrangère. Mais cela ne vient pas de l'Occident, cela vient de l'intérieur même de la Russie. Des mères qui ont dû enterrer leurs fils, des enseignants forcés d'abandonner leur langue, des mineurs qui voient leurs richesses envoyées à Moscou pendant que leur ville tombe en ruine. Ce qui effraie vraiment Poutine, ce n'est pas l'OTAN, mais la carte de la Russie elle-même. Pendant 20 ans, il a bâti son pouvoir sur l'illusion de la stabilité. Il a tout centralisé, réduit au silence toute opposition, et s'est assuré que chaque décision passe par Moscou. Cela a fonctionné pendant un certain temps. L'économie est en crise, la guerre dure, et la vieille peur qui gardait les gens obéissants disparaît. Qu'est-ce qui la remplace? C'est bien plus dangereux pour le Kremlin. La croyance. La croyance qu'ils pourraient ne plus avoir besoin de Moscou. La croyance qu'ils pourraient partir et se tenir debout par eux-mêmes. En combinant suppression culturelle, exploitation des ressources et coûts humains de la guerre, on perçoit le tableau d'ensemble. Ce ne sont pas des problèmes séparés. Ce sont des lignes de failles connectées qui traversent chaque partie des fondations de la Russie. Chacune aggrave les autres. Un jeune de Touva perd sa langue et sa terre à cause des mines. Puis son frère dans une guerre qu'il n'a jamais voulu. De retour chez lui, il ne voit plus Moscou comme sa capitale. C'est ainsi que débute la rébellion. Si rien ne change, Moscou pourrait un jour découvrir que son empire lui échappe discrètement.
Toute cette colère n'est pas apparue de nulle part. Ce sont les échos de siècles de domination d'un empire qui n'a jamais vraiment pris fin. Pour saisir la division persistante de la Russie, il faut remonter à l'époque où Moscou s'est proclamé destiné à régner, bien avant Poutine ou Staline. Petite principauté froide à l'origine, elle s'est développée par ambition, paranoïa et brutalité. La Russie n'a pas seulement conquis ses voisins, elle les a absorbés. Tatars, Tchétchènes, Bouriates, Yakoutes et d'autres ont été unis sous prétexte de protection, alors que des villes brûlaient et des langues disparaissaient. La conquête ne concernait pas seulement les terres, il s'agissait de forcer tout le monde à entrer dans le monde russe, de façonner l'identité elle-même. Chaque conquête laissait une cicatrice. Les Tatars et Bachkirs n'ont jamais oublié leur Khanat perdu. Le Caucase est désormais une zone de guerre permanente. En Sibérie, les peuples autochtones furent forcés d'intégrer un empire au nom de la civilisation, ressemblant souvent à de l'esclavage. La Russie gouvernait non pas avec la confiance, mais avec la peur, surveillant toujours les rébellions. Cette expansion n'était pas seulement motivée par la cupidité, elle venait aussi d'une peur profonde. Sans avancer, la Russie risquait d'être conquise. La géographie a forgé cet état d'esprit, avec des plaines infinies, aucune frontière naturelle et des ennemis partout. Pour se sentir en sécurité, l'Empire jugeait nécessaire de progresser. Au XIXe siècle, ce sentiment devint une politique. Les tsars ne gouvernaient pas seulement un pays, ils gouvernaient une croyance. Moscou avait été choisi par Dieu pour unir tous les Slaves et au-delà. Et cette mission a eu un coup terrible. Des millions de personnes écrasées sous le poids d'un seul empire. Puis vint 1917. Le tsar était parti, mais l'empire n'est pas mort. L'Union soviétique a promis la liberté mais imposé son contrôle. Staline a fait de chaque république une marionnette. Les langues locales étaient tolérées selon ses intérêts, et il exigeait l'obéissance des dirigeants, sinon ils disparaissaient. La peur, et non la foi, maintenait l'empire uni. L'Union soviétique a vendu au monde une image de fraternité et d'égalité. Le véritable message était toujours le même. L'unité signifiait l'obéissance. Les gens donnaient tout à l'État et ne recevaient que des slogans en retour. Après la chute de l'Union soviétique en 1991, les cicatrices sont restées, simplement renommées. L'Ukraine, la Géorgie et les pays baltes se sont libérés, mais de nombreuses petites nations restent piégées en Russie, alimentant encore ses ambitions. Poutine est arrivé en promettant la stabilité, mais ce qu'il a construit, c'est une version plus silencieuse du même empire. Pour lui, le chaos des années 1990 montrait que trop de liberté était dangereux. Pour y remédier, il a centralisé le pouvoir, supprimé l'indépendance régionale, remplacé le drapeau soviétique par le tricolore et troqué l'idéologie pour le nationalisme. Au final, Moscou prenait toujours et les régions obéissaient. Les gouverneurs, auparavant élus, sont désormais nommés par Moscou. Les constitutions locales ont été adaptées à la loi fédérale. Même le statut spécial du Tatarstan a pris fin en 2017, effaçant son dernier symbole d'autonomie. Ce n'est pas une nouvelle rébellion, mais l'histoire qui se répète. Un empire se fissure sous le poids de ses contradictions. C'est fou à quel point la vie se répète quand on se concentre sur les moments clés. Donc, quand Poutine dit que la Russie est indivisible, ce qu'il veut vraiment dire, c'est que les régions de la Russie ont trop peur de partir pour l'instant. La peur, même si elle ne dure pas éternellement, tient jusqu'à ce que quelque chose de plus fort la brise. Et en ce moment, c'est exactement ce qui se passe. La guerre en Ukraine, l'effondrement économique et la défiance locale fragilisent les bases de la Fédération de Russie. L'empire qui a jadis conquis pendant des siècles lutte aujourd'hui pour ne pas se désintégrer. Maintenant, si vous voulez vraiment voir à quel point la situation est devenue fragile, il suffit de regarder où se trouvent les lignes de faille, les plus profondes. Des montagnes du Caucase jusqu'aux confins gelés de l'Arctique, des régions entières sont agitées, en colère et fatiguées d'être ignorées par Moscou. Abordons le Caucase du Nord. La Tchétchénie est bien connue, à juste titre. Après 2 guerres brutales, Ramzan Kadyrov dirige désormais la région comme un royaume personnel, louant publiquement Poutine et bâtissant discrètement son propre empire. Sur le papier, la Tchétchénie semble loyale. En réalité, cette loyauté n'était qu'une façade. Sous la surface, le ressentiment est toujours aussi profond. Les cicatrices de la guerre, des déportations et de la destruction ne se sont pas refermées, seulement tues. Juste à côté, le Daghestan est encore plus instable. C'est l'une des communautés les plus pauvres, composée de groupes ethniques et religieux complexes, et de nombreuses familles ont perdu des hommes à la guerre. Des protestations éclatent, nourries par la colère envers la mobilisation et des années de négligence. L'Ingouchie et la Kabardino-Balkarie connaissent la même histoire. La méfiance envers Moscou, la frustration d'être ignoré, et la conviction persistante que le Kremlin ne se souvient d'eux que lorsqu'il a besoin de soldats.
Vers le nord, on rencontre une autre tension. Dans les républiques de la Volga-Oural, Tardistan était autrefois la fierté de l'autonomie régionale. Elle possédait sa constitution, sa langue, ses droits, et un accord avec Moscou lui assurant une réelle indépendance. Mais tout cela a pris fin en 2017 lorsque Poutine a retiré ses droits. Le Bar-Kortostan a suivi avec sa propre vague de colère, surtout l'année dernière lorsque d'énormes manifestations ont éclaté. Là-bas, le nationalisme s'est associé à l'écologie et à l'anti-guerre, formant un mouvement difficile à ignorer pour Moscou. Ces endroits rappellent au Kremlin que le séparatisme n'a pas toujours besoin d'armes. Parfois, fierté, culture et ambition économique remettent en cause le contrôle. Puis, il y a la Sibérie, en Extrême-Orient. Ces régions sont vastes et riches en ressources. Pourtant, malgré toute leur richesse, les habitants n'en retirent que peu de choses. En Briatsia, la mobilisation a été si forte que certains villages ont perdu presque tous leurs hommes. Beaucoup de survivants ont fui à l'étranger, formant en Mongolie et en Europe des groupes d'exilés diffusant des messages anti-guerre et pour l'autonomie. Yakoutie ou Sakha est riche en or et diamants. Les habitants voient des étrangers profiter alors que leurs rivières et forêts sont détruites. Touva, petite et majoritairement non russe, a aussi été vidée par la mobilisation, ces familles payant un prix bien plus lourd que celles de Moscou. Et ce n'est pas uniquement les régions minoritaires qui sont concernées. Des villes comme Khabarovsk et Vladivostok sont également devenues plus défiantes, adoptant une sorte d'identité sibérienne. Fières, autonomes et de plus en plus hostiles à l'idée d'être gouvernées depuis des milliers de kilomètres. Même l'Arctique et le Grand Nord ne sont pas épargnés. Les Nenets et les Tchouktches perdent leurs terres à cause de projets pétroliers et gaziers. Leurs parcours de pâturage sont détruits, leurs droits de pêche ignorés. Quand ils protestent, ils sont souvent arrêtés. Ces petites communautés ont une forte résistance. Cela prouve que même dans les régions froides et isolées de deux Russies, les habitants commencent à dire « stop ». Il y a aussi Kaliningrad et la Carélie, toutes deux géographiquement isolées et culturellement distinctes. Kaliningrad se trouve entre des pays de l'OTAN, plus européenne que russe. Ses habitants en sont conscients. La Carélie, proche de la Finlande, regarde aussi vers l'ouest. Alors que Moscou accroît la surveillance et réprime la dissidence, le ressentiment grandit. Plus on s'éloigne du Kremlin, moins les gens se sentent liés à lui, et plus ils commencent à imaginer la vie sans lui. La religion aggrave l'agitation en Russie, notamment dans le Caucase du Nord où l'islam s'oppose souvent au contrôle de Moscou. Dans des endroits comme le Daghestan et la Tchétchénie, la foi n'est pas seulement une pratique, c'est une partie de l'identité des gens. C'est leur bouclier, leur voix pour dire « Nous sommes là !» Quand les religieux locaux dénoncent la guerre de Moscou dans les mosquées, les gens écoutent, et ces propos se propagent vite. Rapidement, les rues se remplissent de foule. Pendant ce temps, l'église orthodoxe russe se trouve au cœur du pouvoir, main dans la main avec le Kremlin. Considérée comme la vraie foi, elle bénéficie de financement et de la protection de la loi. Mais pour les communautés musulmanes, surtout celles qui essaient de vivre selon leurs propres traditions ou lois, c'est une toute autre histoire. L'État se montre impitoyable. Moscou agit ainsi depuis des décennies, envoyant des troupes, fermant des écoles religieuses et réduisant les dirigeants au silence. Au XXe siècle, cela a été si brutal que des milliers de personnes ont été tuées, laissant des blessures qui ne se sont toujours pas refermées. Ce type de force ne crée pas la loyauté, mais le ressentiment. Les croyances sont écrasées, l'orthodoxie devient religion nationale. Le fossé entre la ville et la campagne aggrave encore la situation. À Kazan et Oufa, de jeunes militants utilisent les réseaux sociaux pour défendre foi, culture et identité. Dans les villages ruraux frappés par la pauvreté et des écoles en ruine, la population partage cette colère. Pour eux, ce n'est pas qu'une question de fierté, c'est une question de survie. Un schéma se dessine dans toutes ces régions. Elles sont soit riches en culture, soit riches en ressources, et les deux les rendent agitées. Elles ont subi suppression culturelle, exploitation économique, abus religieux et lourdes pertes militaires. Certains manifestent, d'autres résistent en silence, mais tous partagent la même frustration et fatigue. Le contrôle du Kremlin paraît lourd, lointain et immérité. C'est ce qui rend ce moment si dangereux pour Moscou. Le pays peut sembler uni sur le papier, mais en réalité, il est sous pression. Fierté culturelle, frustration économique et pertes humaines fusionnent en une force puissante. Si l'étincelle survient au bon moment, ces fissures pourraient s'aggraver et échapper au contrôle du Kremlin. Et pendant que la Russie s'efforce de maintenir son unité, un pays observe attentivement, la Chine. Parce que ce qui arrive à la Russie aujourd'hui est le cauchemar que Pékin veut éviter demain. Comme Moscou, la Chine dirige des régions diverses, du Xinjiang au Tibet, et affronte des tensions culturelles et liées aux ressources.
Les difficultés de la Russie sont mineures, reflétant des défis que Pékin connaît trop bien, et constituent un avertissement sur ce qui se passe lorsque le ressentiment couvre trop longtemps. Les deux pays adoptent la même stratégie. Moscou impose une identité russe unique, en exigeant la loyauté des Tatars, Bouriates et Tchétchènes, tout en marginalisant langues et traditions locales. La Chine promeut la culture Han au détriment des Ouïghours, Tibétains et Mongols. Et les écoles et les médias contrôlent strictement, et imposent un seul récit. Comme en Yakoutie et au Xinjiang, les terres rares d'Arco et le coton profitent à Pékin, mais peu aux locaux. Les rivières sont polluées, les terres sont dépouillées, et les habitants des deux régions ont l'impression que leurs foyers ne sont que des colonies de ressources pour la capitale. Les troubles en Russie concernent la Chine, notamment en Sibérie et Extrême-Orient, où les entreprises chinoises investissent dans le pétrole, le gaz et le bois. Si Moscou perd le contrôle, Pékin pourrait accéder davantage à ses richesses, mais c'est risqué. Une Russie divisée pourrait susciter la même méfiance aux frontières chinoises. Les jeunes du Xinjiang et du Bachkortostan utilisent les réseaux sociaux pour exprimer leur frustration et relier leur lutte locale à des idées mondiales. Quand une manifestation au Daghestan devient virale, elle touche la Sibérie et Odomchi. Pékin sait que réprimer la culture ou ignorer la souffrance économique, comme Moscou l'a fait, peut se retourner contre elle. La guerre de la Russie en Ukraine a affaibli son économie et provoqué la colère régionale. La Chine ne fait face à aucune guerre de ce genre, mais elle constate la même pression croître dans ses propres régions, où la surveillance accrue et l'assimilation forcée engendrent un ressentiment silencieux. Si la Russie se fragmente, cela pourrait encourager des idées risquées aux marges de la Chine, où l'on s'interroge déjà sur la perte de richesse et d'identité au profit du centre. Pour la Chine, la crise russe est une leçon et une opportunité. Pékin sait que peur et contrôle n'unissent un empire que temporairement. Mais elle voit aussi une chance d'accroître son influence, surtout dans l'Est russe riche en ressources, si Moscou s'affaiblit encore. Le piège, c'est l'équilibre. Trop de chaos risquerait d'apporter instabilité, réfugiés ou conflits aux portes de la Chine. La souffrance russe montre que les empires basés sur l'exploitation, à Moscou ou Pékin, ne sont jamais aussi solides qu'ils le paraissent. Alors, que se passe-t-il si les fissures continuent de s'élargir? Il n'y a pas qu'une seule issue ici. Franchement, il y en a plusieurs, et aucune d'entre elles ne semble pacifique. Une possibilité serait ce qu'on pourrait appeler une fragmentation contrôlée. Ici, les régions ne réclament pas encore une indépendance totale. Elles veulent simplement être traitées équitablement. Elles veulent contrôler leur propre budget, des écoles qui enseignent leur propre langue et des lois qui reflètent leur culture. Le Tatarstan a suivi cette voie, avec prudence, fierté et pragmatisme. Le Rajkodostan illustre comment l'anti-guerre, l'activisme écologique et la renaissance culturelle créent une forte voie régionale. La tension monte progressivement. Les protestations éclatent face au refus du Kremlin. Les chaînes Telegram diffusent des mises à jour. Les communautés exilées diffusent le message à l'étranger. Les arrestations, habituelles, renforcent le mouvement. Une revendication locale peut vite devenir campagne, pétition ou référendum difficile à contenir pour Moscou. Mais une fragmentation contrôlée reste rarement ordonnée. Une fois qu'une région obtient des droits linguistiques, une autre réclame une part des revenus du pétrole et du gaz, une autre encore veut exempter ces jeunes hommes de la prochaine vague de mobilisation. Chaque victoire en inspire une autre. Moscou peut garder la fédération unie sur le papier, mais l'unité s'effrite en réalité. Ce qui était autrefois un pays semble aujourd'hui un ensemble de territoires cherchant à échapper à la gravité. Ensuite, il y a le scénario bien plus chaotique, une rupture désordonnée. C'est le cauchemar de Moscou. Cela pourrait arriver si la guerre dure, l'économie s'effondre, ou un vide de pouvoir suit Poutine. Soudain, le centre s'effondre. Plusieurs régions proclament leur indépendance et des milices locales se créent pour défendre leur communauté. Certaines cherchent la reconnaissance en Occident, d'autres le soutien en Chine ou Turquie. La Sibérie pourrait s'affirmer, et l'Arctique, comme l'Extrême-Orient, deviendraient des zones de lutte pour ressources et influence. Dans ce chaos, la vie quotidienne s'effondre. Les routes et chemins de fer s'arrêtent. Nourriture et médicaments ne circulent plus. Hôpitaux et écoles ferment. Les villes peinent à se nourrir. Les frontières deviennent tendues et imprévisibles. L'Arctique, riche en ressources, pourrait devenir un lieu de conflit entre groupes locaux, Kremlin et puissances étrangères. Et les effets en cascade ne resteraient pas à l'intérieur de la Russie. Ils toucheraient l'Europe, la Chine et les pays liés au commerce avec la Russie. Une troisième voie paraît paisible, mais demeure aussi dangereuse. Un empire gelé. La Russie survit, mais l'unité est morte. Le Kremlin contrôle la population par propagande, hautes dépenses militaires et surveillance policière. Le pays paraît stable, mais le ressentiment croît. Les dirigeants n'ont que des titres, sans réel pouvoir. Les protestations persistent, mais silencieusement. Les jeunes chercheront l'espoir ailleurs qu'à Moscou.
L'État ressemble à une rivière gelée, solide en surface mais agitée sous l'eau. Ce scénario montre que l'obéissance s'impose, mais pas la loyauté, et comporte de nombreux avertissements. La Tchétchénie dans les années 1990 illustre comment un conflit mineur peut devenir une guerre majeure. L'effondrement de l'Union soviétique a prouvé qu'un État peut sembler stable jusqu'au moment où il s'effondre. Moscou connaît ces leçons, mais cela ne les rend pas immunisés. L'histoire ne se répète jamais. Exactement. Elle résonne comme une pression croissante jusqu'à éclater. Une vérité transparaît. La Fédération de Russie est une cocotte minute qui ne peut durer. Moscou paraît forte, mais c'est surtout une illusion. Chaque répression augmente la pression. Une jeune génération connectée voit au-delà de Moscou, et les liens qui se défont se propagent plus vite que jamais. La Russie actuelle évoque un empire au bord du gouffre. Fragmentation contrôlée, chaos ou immobilisme, aucun ne garantit la stabilité. Pendant des décennies, le Kremlin a utilisé la peur, l'exploitation et la propagande pour unir le pays. Ces outils deviennent moins efficaces, avec des conséquences pouvant transformer durablement la carte. Cependant, toutes les régions ne veulent pas forcément la sécession totale. Certaines cherchent le respect, l'influence ou la survie culturelle, plutôt qu'une indépendance totale. Le séparatisme n'implique pas toujours de nouveaux drapeaux ou frontières. Pour certains, c'est une question de fierté, de préserver leur langue, leur tradition ou de décider de leur avenir. Par exemple, Tardistan. Cette république a longtemps suivi une ligne prudente. Les habitants sont fiers de leur héritage turcique, de leur langue et de leur histoire comme anciens khanats puissants. Ils veulent plus de contrôle sur leur budget et leurs écoles, mais restent pragmatiques. Ils cherchent un meilleur accord avec la Russie, sans vouloir s'en séparer. Les dirigeants du Tardistan négocient avec Moscou, conciliant fierté culturelle et loyauté pour préserver la paix. C'est une discrète demande d'autonomie, pas une revendication forte d'indépendance. Comparez cela au Daghestan. L'atmosphère au Caucase du Nord est bien plus explosive. Le Daghestan réunit des dizaines de groupes ethniques, chacun avec sa langue et ses traditions, longtemps ignorées par Moscou. Ajoutez la colère de voir leurs fils enrôlés dans une guerre qu'ils ne soutiennent pas, et vous obtenez quelque chose de brut et volatile. Les manifestations ne concernent pas seulement la langue ou les budgets, elles concernent la survie. Routes bloquées, religieux s'expriment, de nombreux jeunes évoquent de la conscription. Ce n'est pas compliqué à saisir. Quand votre foyer est une colonie et que votre peuple sert de chair à canon, la patience s'épuise vite. L'agitation au Daghestan, plus explosive qu'au Tardistan, cherche surtout à briser le joug de Moscou. Ces différences importent lorsque l'influence de Moscou diminue. Le monde n'observe pas qu'un seul type de rébellion. Il observe une mosaïque de mouvements, chacun avec ses propres risques et opportunités. Des puissances comme la Chine, l'Union européenne et la Turquie en prennent déjà note. Nous y reviendrons dans un instant. Mais d'autres régions que les républiques ethniques résistent aussi à Moscou. Même dans les villes et les régions où la majorité de la population est d'origine russe, la situation commence à évoluer. À Khabarovsk et Vladivostok, éloignés du Kremlin, la population affirme sa voix. Ils sont motivés par un sentiment d'être ignorés, pas par la fierté culturelle. Il ne s'agit pas de mouvements pour de nouveaux drapeaux ou de nouvelles langues. Il s'agit d'équité, de survie, et d'une conviction croissante que Moscou ne les considère guère plus que comme de lointains avant-postes. Prenez Khabarovsk, une ville de l'extrême est russe, presque aussi éloignée de Moscou que possible sans quitter le pays. En 2020, le Kremlin a arrêté Sergueï Frugal, gouverneur populaire, sur des accusations jugées simulées par de nombreux habitants. Frugal n'était pas qu'un homme politique, mais un héros local ayant diminué les dépenses, réparé les routes et représenté une région lassée d'être négligée. Son arrestation a été perçue comme une gifle de Moscou. Pendant des semaines, des dizaines de milliers de personnes ont envahi les rues, brandissant des drapeaux régionaux et scandant des slogans pour le contrôle local. Parfois, 50 000 personnes se rassemblaient, un nombre immense pour une ville de 60 000 habitants. Ils ne voulaient pas l'indépendance, mais en avaient assez que Moscou impose leurs dirigeants, comme un parent choisissant les habits de son enfant. Les manifestations se sont estompées après les arrestations et le froid de l'hiver, mais la colère, elle, ne s'est pas dissipée. En 2024, de petits rassemblements contre la hausse du carburant, organisés sur Telegram et Vcontact, prouvent que l'esprit de Khabarovsk perdure. Les habitants expriment fièrement que l'Extrême-Orient peut réussir sans la tutelle de Moscou, marquant une rébellion silencieuse. Il y a aussi Vladivostok, porte pacifique russe, plus près de Tokyo que du Kremlin. Cette ville se veut capitale de l'Extrême-Orient, et ce n'est pas une simple bravade. Avec ses quais animés et ses routes commerciales, Vladivostok semble un monde à part, plus proche de l'Asie que de Moscou. La vie ici est difficile. La pêche, essentielle pour les habitants, est freinée par des règles profitant aux grandes entreprises proches du Kremlin. En 2023, des manifestations ont éclaté après la baisse des quotas de pêche, mettant des familles en difficulté.
À Moscou, l'élite profitait tandis que les prix du carburant doublaient en Extrême-Orient, mais les salaires restaient inchangés. À Vladivostok, le travailleur moyen gagne moitié moins que celui de Moscou, accentuant la tension. De petites mais vives manifestations ont éclaté depuis, souvent partagées en ligne avec des hashtags comme Extrême-Orient d'abord. Il ne s'agit pas de révoltes ethniques comme au Daghestan, mais d'une région lassée d'être traitée comme une colonie. Sa richesse part à l'ouest, ses routes se dégradent, ses emplois disparaissent. Dans ces lieux, la colère, similaire à celle des républiques ethniques, s'exprime différemment. À Khabarovsk et Vladivostok, il ne s'agit pas de langue ou d'héritage, mais d'être entendu. Ces régions ont l'impression de porter le poids de Moscou sans avoir leur mot à dire. Ils voient leurs impôts affluer vers la capitale, leurs ressources nourrir des élites lointaines, et leurs voix sont étouffées par un gouvernement situé à 7000 km. Pas étonnant qu'ils se demandent « Pourquoi avons-nous besoin de Moscou ?» Cette question, apparue dans d'anciennes villes loyales, montre l'élargissement des fissures en Russie. Au fil des pages, on voit que les fissures dans les fondations de la Russie ne concernent pas seulement des régions mécontentes ou une économie en difficulté. Elles dépendent de ce qui se passe au sommet. Au Kremlin, Poutine centralise le pouvoir depuis plus de 20 ans, au point que presque toute décision majeure passe par lui. Mais il ne restera pas toujours, et sa succession inquiète déjà. Sans successeur clair, l'élite russe, y compris les oligarques, les chefs de la sécurité et les dirigeants régionaux, manœuvrent discrètement pour gagner en influence. Cette lutte de pouvoir en coulisses pourrait tout changer pour les régions qui s'opposent à Moscou. En ce moment, la poigne de Poutine maintient le système uni, mais il est fragile. En cas de retrait ou d'incident, la succession pourrait détourner l'attention du Kremlin. Des membres de l'élite pourraient prôner des répressions accrues pour contrôler le Daghestan et le Tatarstan, via plus de troupes ou des lois plus strictes. Certains y verraient une chance de desserrer l'étau, via des budgets locaux ou des concessions linguistiques pour calmer les tensions. Les régions ne resteront pas silencieuses. Une Moscou distraite pourrait offrir à des régions comme le Bakhkortostan et la Yakoutie l'occasion dont elles ont besoin pour réclamer plus d'autonomie, voire même faire sécession. Fait intéressant, des rivalités entre élites émergent déjà. Les chefs de la sécurité au service fédéral de sécurité réclament plus de contrôle, tandis que des gouverneurs et magnates souhaitent des accords renforçant la loyauté régionale et leur autonomie. En 2024, des rumeurs de tensions entre Moscou et des dirigeants régionaux, dont le gouverneur du Tatarstan, ont surgi après un différend budgétaire. Ces affrontements accentuent les divisions. Les régions en prennent note. Une maison divisée ne dure pas, et les régions russes le savent. Mais la partie n'est pas finie. Moscou ne se contente pas d'observer passivement ces lignes de fracture s'élargir. Elle se bat fermement pour maintenir les régions dans le rang. Et ce n'est pas toujours avec des émeutes, la police ou la propagande. Le Kremlin a un plan bien établi pour cela. Il perfectionne cette stratégie depuis des décennies, cooptant notamment les élites locales. Au Tatarstan, où la fierté culturelle est forte, Moscou sélectionne des leaders influents, hommes d'affaires, religieux, politiciens locaux, pour les intégrer à son giron. Ces élites reçoivent des contrats lucratifs, des faveurs politiques ou des titres honorifiques en échange de leur fidélité et de celle de leur communauté. Prenez Ramzan Kadyrov de Tchétchénie. Il a bâti un empire personnel grâce à l'argent de Moscou, affichant sa loyauté à Poutine tout en gérant sa région comme un fief privé. Cet accord fonctionne pour l'instant. Kadyrov a le pouvoir, Moscou la stabilité, mais la situation reste précaire. Si l'argent manque ou la loyauté faiblit, cette stabilité pourrait vite s'effondrer. L'Ukraine pousse la Russie à épuiser ses ressources, ce qui pourrait bientôt arriver. Ensuite vient la carotte économique. Le Kremlin sait que la colère vient souvent des portefeuilles vides, alors il agite des investissements ciblés pour calmer les régions agitées. En Bakhkortostan, après les manifestations, Moscou a rapidement financé de nouvelles écoles et routes pour acheter la bonne volonté. En 2024, la Yakoutie a aussi vu une légère hausse de la part du budget local, issu des profits du diamant. Insuffisant pour éradiquer la pauvreté, mais suffisant pour calmer les critiques. Ce ne sont pas de grands gestes, mais des pots de vin pour stopper les protestations. Le problème, c'est que quand l'argent ne circule plus, les gens le remarquent et le ressentiment grandit. Moscou mise aussi sur la culture, mais c'est délicat. Dans certaines régions, elle autorise les écoles tatares à enseigner leur langue quelques heures, pour calmer les tensions, sans réel pouvoir accordé. C'est une manière d'afficher de la générosité tout en contrôlant, mais si cela échoue, le Kremlin use de l'intimidation. La surveillance augmente, les militants reçoivent des visites des services de sécurité, et les médias locaux diffusent davantage la propagande de Moscou. Au Daghestan, où les protestations continuent d'éclater, le gouvernement a inondé les réseaux sociaux de messages pro-russes, tout en arrêtant discrètement les influenceurs qui s'écartent trop du discours officiel.
C'est un mélange de séduction et de peur pour garder les régions obéissantes et préserver l'unité de la fédération. Le problème, c'est que ces tactiques commencent à s'essouffler. Les élites cooptées ne contrôlent que jusqu'à un certain point lorsque des villages pleurent leurs fils perdus. Les pots de vin économiques sont insuffisants si les hôpitaux manquent de médicaments, et les concessions culturelles restent vaines tant que Moscou occupe le terrain. Le Kremlin s'agite, mais chaque action crée autant de fissures qu'elle en répare. Fait intéressant. Les problèmes de la Russie secouent le Kremlin et attirent l'attention mondiale. Alors que les régions de la Russie résistent à l'emprise de Moscou, les répercussions ne se font pas seulement sentir dans le pays, elles attirent aussi l'attention du monde entier. De l'Europe à l'Asie, d'autres puissances observent de près, et certaines se positionnent déjà pour profiter des failles de la Russie. Nous avons déjà évoqué la Chine et ses gains ou pertes possibles si la Russie s'effondre. La Chine n'est pas la seule à s'intéresser à ce conflit, l'Europe est aussi inquiète. L'Union européenne dépend du gaz et du pétrole russe, et une fédération en déclin pourrait faire flamber les prix de l'énergie en Allemagne ou en Pologne. Certains en Europe pourraient discrètement soutenir Kaliningrad, entouré d'alliés de l'OTAN, pour accroître leur influence. Une Russie instable pourrait entraîner des réfugiés et des conflits hors de ses frontières. La Turquie porte une attention particulière au Tardistan et au Bachkortostan en Russie, où langue et héritage commun créent un lien naturel. Ankada soutient discrètement les programmes culturels, finance des écoles de langue et des festivals pour renforcer les liens avec ses communautés. Elle apporte aussi un soutien diplomatique, accueille l'entente des exilés et relaie leurs préoccupations à l'international. Ce n'est pas que de la bonne volonté. La Turquie voit une opportunité d'accroître son influence dans une Russie en pleine fragmentation, mais c'est une démarche risquée. Provoquer des troubles risquerait de raviver les tensions en Turquie, incitant Ankara à avancer prudemment, tout en cherchant un rôle mondial accru. La crise en Russie pourrait changer la carte mondiale, la Chine, l'Europe et la Turquie, évaluant les avantages face aux risques de division du pays. Cette danse comporte tant d'enjeux. À la fin, la leçon restera celle que l'histoire enseigne toujours. Quand la culture est réprimée, les ressources exploitées et la loyauté exigée sans équité, la rébellion devient inévitable. La peur achète du temps, pas la loyauté. L'État peut étouffer la dissidence, pas la colère. La fédération semble intacte, mais se désagrège. Les fissures progressent plus vite que Moscou ne peut les contrôler. La question n'est pas si le moment de vérité viendra, mais quand et comment. Vous l'avez probablement déjà remarqué, mais chaque fois que nous essayons de vous montrer ce qui se passe réellement sur les lignes de front de cette guerre, YouTube soit démonétise la vidéo, soit la bloque, carrément. Certaines de nos vidéos ont été supprimées pour avoir montré la vérité. Pas de propagande, ni de séquences truquées, mais des images vérifiées et analysées par de vrais vétérans. Les médias traditionnels, pourtant soucieux de transparence, ne montrent même pas l'impact réel des missiles russes sur les villes ukrainiennes. J'ai donc créé Basics Insider, notre plateforme indépendante de YouTube et sans censure. Nous diffusons ici des vidéos du front, des analyses de vétérans et des reportages absents des médias traditionnels. Il ne s'agit pas de clics, mais de documenter la vérité avant qu'elle ne disparaisse sous les algorithmes et la politique. Et la seule raison pour laquelle nous pouvons continuer à faire fonctionner ce site, c'est grâce à vous, les fans, les spectateurs, les personnes qui se soucient réellement de ce qui se passe. Nous n'avons ni sponsors, ni grandes entreprises, seulement votre soutien. Alors si vous croyez au journalisme indépendant, si vous voulez voir ce qui se passe vraiment, allez sur basicsinsider.com dès maintenant. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR qui s'affiche à l'écran. La guerre ne se joue pas seulement sur le champ de bataille, mais aussi pour la vérité.